Amis voyageurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Azur TV, où on est en pleine discussion avec Jean-Pierre Blanc, qui est le directeur général de Malongo, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Bonjour Jean-Pierre. Et qui est un grand voyageur, c'est un torréfacteur, il fait du café, mais pour à la fois son entreprise, sa passion, et élargir le champ des cafés, il voyage dans le monde entier. Voilà, mon privilège, c'est d'aller chercher le meilleur grain, la meilleure relation avec le petit producteur dans toutes les zones que vous n'avez pas le loisir de visiter et que je vais vous faire partager avec quelques images aujourd'hui. Et oui, parce que ça veut dire que vous êtes quelquefois suivi par des caméras. Et donc, on a eu cette discussion. Vous nous avez offert pour la diffusion ces images brutes, mais filmées par des professionnels. Qui vont vous suivre sur la planète. Voilà, j'ai gardé la mémoire un peu d'une partie des voyages dans ces pays producteurs qui vont de l'Asie à l'Afrique, à l'Amérique centrale. J'en ai tiré d'ailleurs aussi un ouvrage. Exactement, on le parcourra. Voilà, qui est Voyage au pays du café. Donc Voyage au pays du café. Voilà, j'ai essayé à la fois de donner des images un peu inédites et puis des textes courts qui permettent de rentrer un peu dans l'histoire de ces coopératives, de ces pays, et de montrer un peu toute la valeur à la fois agricole, mais surtout culturelle que l'on rencontre, et tout ce qui est au détour de ce que ne peut pas visiter un voyageur qui fait des voyages en famille, parce qu'on est au fin fond d'un endroit impossible. Bien entendu, j'ai regardé toutes les images, j'ai essayé de les décrypter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sort du tourisme traditionnel. Par exemple, on va commencer aujourd'hui avec Cuba. Et ce qui est très intéressant, personnellement, je trouve, c'est que on est dans un voyage où nous ne sommes pas manipulés. Généralement, le documentaire est écrit, on le construit, on fait un montage. Là, il s'agit de plans quelquefois statiques, mais où on est dans la vie de la Havane, où on est dans la vie de la campagne. Et ça nous permet vraiment de voir le pays tel qu'il est. Voilà, c'est du brut, tel que l'œil peut le voir. C'est-à-dire qu'effectivement, généralement, on monte ça pour que ça soit plus dynamique. Mais je pense que l'intérêt de ce type de reportage, sur lequel on va essayer de poser quelques mots, c'est justement d'être dans le réel de ce que j'ai vécu et de ce que vivent les autres. C'est ce qu'on va faire peut-être tout de suite. Et puis on va le commenter à l'image, parce que vous êtes là. Et alors on part à Cuba. C'était quand ça, Jean-Pierre ? Avec Cuba, je reviens il y a 15 jours de Cuba, donc j'étais uniquement à La Havane. Mais Cuba, nous avons un certain nombre de programmes qu'on a initiés depuis maintenant 7 ans. Et vous voyez là quelques images, bien sûr, avec les... On est à La Havane, donc on est à La Havane. Là, vous voyez les prisonniers cubains américains, mais qui viennent d'être libérés. Et bien sûr, ces images un peu que l'on voit avec ces voitures américaines qui fonctionnent tenues par des bouts de ficelle et qui font tout ce charme-là. Voilà, c'est des taxis, c'est des particuliers qui se passionnent pour les voitures. Et d'ailleurs, on peut revenir un tout petit peu là-dessus. Il y a des dizaines de milliers de voitures américaines, et avec l'ouverture de Cuba qui est en train de se produire aujourd'hui, ça devient une véritable chasse pour les Américains collectionneurs d'auto. Alors je suis étonné parce que chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de voitures américaines rénovées. Donc peut-être faut-il venir par container des États-Unis. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que l'ouverture aux Américains peut poser problème, parce que c'est une île. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une île qui a une âme, qui a gardé son âme, et où les Cubains, évidemment, ils n'ont pas accès à tous les objets de consommation, beaucoup de choses, mais il y a un niveau de culture. Il faut savoir que dans les plantations de café, il n'y a pas un paysan qui n'a pas le bac. Donc on a un niveau de culture extrêmement élevé. On meurt pas de faim, donc on vit. Il y a des petites combines pour arriver à vivre, et on a cette passion, ce plaisir de la vie que moi je retrouve de moins en moins partout où je voyage, et qui reste encore présent. Donc l'arrivée des Américains, ça peut être une bonne chose pour le développement économique, mais attention, ça peut être aussi une vague gigantesque
qui viennent écraser un peu la culture cubaine. Et donc, voilà, c'est pour cette raison qu'il faut être vigilant avec tout ce qui paraît beau et qui... Parce que vous le ressentez, ça veut dire que dans les autres pays dans lesquels vous allez, malgré tout, cette ouverture n'est pas toujours favorable. Non, or là, à Cuba, oui. on conserve quand même une âme cubaine, quoi, partout. On a avec un niveau de culture très élevé. Voilà, on a l'âme cubaine, cet amour du chant, cet amour du plaisir de l'échange. Voilà. Et, on le voit d'ailleurs dans les images. Et on n'a pas la globalisation avec toutes les mêmes produits que l'on voit partout. Et moi, j'ai vu se détériorer tout ce qui est Amérique centrale, y compris Mexique. Et voilà, où la population, qui était une population qui était tout à fait particulière, se retrouve confrontée avec une alimentation très grasse, très riche en sucre, avec des modifications morphologiques de la population, et vraiment quelque chose qui n'est pas le meilleur de notre civilisation. Donc, préservons ce qu'il en reste un peu de l'âme cubaine. Et là, on est sur le Malecón, on est voilà, sur la et je crois qu'il partie y a un jeune chanteur là, qui va se mettre à jouer de la musique, et puis oui. c'est ce qui se passe très souvent dans les rues de oui, La Havane. Il y a un amour de la musique et puis un sens du rythme. Et donc là, on a un ami cubain qui nous a fait une petite chanson voilà, pour nous faire plaisir. Et voilà, ça, c'est le cœur de l'île. Échame la culpa. No, 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 no. No, 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 no. A la paz, otra vez me fuimos down, movimiento violento. Sacude cadera, chula, pelea con esto a la paz. Otra vez nos fuimos down, movimiento bien lento. Sacude cadera, chula, pelea con esto. Ven, bate, que bate, que bate, que bate. Bate, que bate, que bate, que bate. Quiero terminar lastimado, que me deje fatigado. Y estoy para contarle a tu mamá, para que ella vea que yo no soy el malo nada. Para que se entere, do you get it? Get down. What the fuck's that stuff? Et bien sûr, la Havane, c'est la porte d'entrée de Cuba. Hein. On atterrit à la Havane. Oui. Et là, vous partez carrément en pleine brousse, campagne. Voilà, mais c'est-à-dire que la partie caféière, même s'il y a eu des implantations de café pas loin de la Havane, à Pinar del Rio, le gros des plantations de café se trouve dans le sud, c'est-à-dire dans la région de la Sierra Maestre, et entre Guantanamo et Holguín. Et c'est là où mes pas me conduisent, parce qu'on a un programme de réhabilitation de 2000 hectares de café pour faire des cafés de qualité, voilà, sur le plateau de Vieteras, qui est une zone magnifique en altitude, 1000-1200 mètres, et sur lesquels on peut. Et d'ailleurs, là, vous êtes en train de regarder sur la carte. Ça se situe à 350 mètres d'altitude, c'est ce que ce monsieur est en train de vous dire, et que vous vous retrouvez sur les traces, en fait, de Français qui étaient installés au début du 19e siècle dans ces coins-là. Alors, dans ces coins-là, les Français se sont installés. Et c'est ce que ce monsieur est en train de vous dire. Ce monsieur qui est le petit-fils d'un héros de la Révolution, hein, qui était Fleur Combré, et qui connaît bien l'histoire de l'île. Et cette histoire où les Français d'origine haïtienne, en fait, qui étaient en Haïti, mais qui venaient généralement de Normandie, qui avaient immigré, qui avaient monté, Pays Basque en même temps, et du Pays Basque, qui ont créé la caféiculture en Haïti au moment de la Révolution noire. Eh ben, ils sont partis et ils sont arrivés, bien sûr, dans l'Orient cubain, qui était le même climat, et voilà, et ils ont recréé des plantations, ils ont recréé la culture du café, à tel titre que Cuba est devenu un très grand pays producteur de café. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est toute notre culture que l'on retrouve, avec l'histoire de l'esclavage qui se trouve mêlée au milieu, avec des plantations qui voulaient libérer les esclaves, d'autres qui ne voulaient pas. Et c'est dans ce cadre-là que moi j'ai trouvé un endroit absolument magnifique qui s'appelle la Fraternidad, qui se trouve à côté de Santiago de Cuba. Et là, on s'en approche un peu. Alors là, on s'en approche. Voilà, on s'en approche, on va y arriver.
Alors là, vous êtes au volant. Mais on revient en même temps dans le film, tout en rêvant au-dessus. Oui. Mais donc, vous êtes au volant de votre Jeep et ça se passe assez souvent, quoi. Oui, mais c'est-à-dire que on est obligé d'aller dans des zones où il n'y a pas grand monde qui va, et puis les véhicules sont relativement restreints, donc on utilise un peu les véhicules que l'on trouve sur place. Alors, vous êtes à la fois, je veux dire, tout à fait tranquillement, porté par, bien sûr, le café et l'esprit du café et trouver des plantations, mais aussi par cette grande vision historique où vous recousez, Voilà. on recoue l'histoire un peu. C'est-à-dire que le café, je dirais, c'est un prétexte, j'exagère un peu, à la culture. Hein. C'est-à-dire que le café, comme pour le vin d'ailleurs, on inscrit ça dans un phénomène de culture. On ne peut pas expliquer le développement de la culture de café si on ne s'intéresse pas à l'histoire et si on ne s'intéresse pas à ce que faisaient les hommes à ce moment-là sur place. Et donc c'est pour cette raison que j'ai flashé sur une plantation qui s'appelle la Fraternidad, qui est une ancienne plantation française, qui est le plus beau monument en termes d'organisation de la culture du café, et qui était en train de se détruire d'année en année. Et j'ai décidé de sauver ce monument avec le conservateur de Santiago de Cuba, qui s'appelle Omar Lopez, qui est un architecte remarquable. Et nous, avec la Fondation Malongo, on a décidé de financer toute la partie intrant dont il avait besoin, et lui amène tout le savoir-faire, les menuisiers, etc. Voilà. Là, nous sommes à la Fraternidad. Il y a eu les cyclones qui sont passés, il y a eu la plupart des éléments sont détruits, et on va reconstruire, enfin réhabiliter, pas reconstruire, à l'identique, ce qui était la Fraternidad, avec devant, vous ne le voyez pas, mais il y aura un jardin à la française. Il y aura, d'un autre côté, il y aura des chambres d'hôtes et des résidences d'artistes. On veut redonner vie en faisant vivre la population locale du café, de l'agriculture et de l'écotourisme. C'est notre but. Donc là, ce n'est pas un élément, disons, économique pour nous, puisque c'est nous qui finançons, mais c'est plutôt préserver le patrimoine, réécrire l'histoire et valoriser ce que nos ancêtres avaient apporté, et notamment à la Fraternidad, qui était une des plantations qui appartenait au père de José María de Heredia, qui était dans l'esprit du siècle des Lumières, c'est-à-dire libérer les esclaves. Et puis, donc il s'est passé des choses à cet endroit-là, et voilà, on voulait marquer le phénomène. Et puis ça a tellement marché que de la Fraternidad, l'Union européenne a décidé de monter un programme, et il va y avoir un musée du café qui va être inauguré en juillet de cette année à Santiago de Cuba, et on reconstitue l'ensemble des chemins qui allaient d'une plantation à l'autre et qui étaient inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Donc on recrée... Avec tous ces systèmes d'aqueduc, c'est un aqueduc d'eau avec un lac qui a été construit en amont. Et tout ça, ça faisait fonctionner les dépulpeurs, les décortiqueuses dans la maison de maître, où on avait au rez-de-chaussée toute la partie organisation du café et au premier étage la maison de maître. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est unique au monde. Je n'ai pas vu au niveau historique de plantation avec ce niveau d'organisation. Avec ce cheminement de l'eau en même temps, exactement. Oui. Parce qu'on avait besoin d'eau, parce que c'était carrément du café qui poussait en pleine jungle, quoi. Alors, on a besoin d'eau pour deux raisons. C'est d'une part parce que pour avoir du café, il faut de l'eau. Deuxièmement, quand on dépulpe et qu'on fermente le café, il faut de l'eau pour pouvoir le rincer, pour pouvoir le préparer pour l'exportation. Donc, l'eau est un élément indispensable et nécessaire pour la culture du café. Et donc, il faut rappeler que ça se passait donc, pendant tout le 19e siècle. Voilà. Après la chute d'Haïti, ces propriétaires terriens d'origine normande et basque qui sont partis dans le sud de Cuba et qui ont fondé 171 plantations. Dont une partie, il y avait à peu près 20 000 familles qui sont arrivées sur l'Orient cubain à un moment de la Révolution noire. Et de cette population-là, je crois qu'il y en a à peu près la moitié qui est repartie après, quand il y a eu les premiers conflits, qui sont repartis à la Nouvelle-Orléans. Donc on a un mouvement migratoire de Haïti à Cuba jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et là, Jean-Pierre, vous assistez à... Donc, on provoque une conférence pour expliquer à la population ce qui se passe aux acteurs locaux. Voilà, mon idée, ma philosophie, c'est de pouvoir discuter et expliquer le travail que nous allons faire, bien sûr sur le niveau historique, mais surtout sur le développement d'une agriculture de qualité biologique,
parce que c'est un miracle. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides à Cuba, donc on a un terroir qui est préservé. Et c'est d'expliquer comment, avec une agriculture biologique de qualité, mais avec des rendements quand même, on va pouvoir augmenter les revenus et on va pouvoir améliorer les conditions de travail et on va pouvoir valoriser ce café magique que l'on importe et que l'on veut faire découvrir. Et vous êtes d'autant plus écouté qu'il s'agit d'un peuple éduqué qui a ce niveau d'enseignement qui lui permet de comprendre parfaitement bien ce que vous dites. Ah, complètement, et qui comprend tous les mécanismes du travail sur la qualité. Il y a d'ailleurs des gens qui sont extrêmement compétents sur place. Il y a un centre de formation qui existe et qui ont mis en place des procédures, mais qui ne sont pas toujours après adaptées sur le terrain. Et donc nous, l'idée, c'est d'apporter une perspective sur un territoire et sur un volume que nous allons acheter à un prix plus cher que celui du marché. C'est ce que nous faisons dans le cadre du café du commerce équitable pour apporter des revenus supplémentaires aux producteurs et pour développer une caféiculture différente de petits producteurs regroupés et qui permettent d'avoir autre chose qu'un produit de masse. On dirait que vous êtes en train de parler au public qui vous écoutait, parce que c'est à peu près ce que vous étiez en train de dire à ce moment-là. Hein. Tout à fait. Alors là, on change de lieu, on va sur le bord de mer, comme ça. Voilà, un petit épisode avec cet endroit un peu oublié. Alors, c'est ce bord de mer, pourquoi ce bord de mer ? C'était le lieu d'exportation du café. Alors, ça a été Santiago de Cuba, ça a été le lieu d'exportation, mais surtout, ça a été le lieu où les colons sont arrivés. Et il y a beaucoup de bateaux qui sont coulés à cet endroit, et nous avons essayé de faire des images sous-marines. Comme la mer est restée très agitée, donc on n'a pas pu le faire. Et c'était vraiment le lieu où les colons sont arrivés. Et après, les lieux d'exportation, puisque je crois que l'île de Cuba devait faire au plus haut de la production quelque chose comme 20 000 tonnes. Et le plus gros, d'ailleurs, c'était une richesse extraordinaire. Donc tout le sud de l'île vivait au rythme du café. Et tout ça passait bien entendu par la mer. Et donc, malheureusement, la production s'est écroulée avec l'entrée de la Colombie, du Venezuela. Alors, principalement le Brésil. Qui a été le pays qui a développé une caféculture vraiment de masse, puisque aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des plantations qui font 20 km de long, 20 km de large. Donc, on imagine bien le niveau d'organisation et de mécanisation, alors que là, on est sur un territoire de montagne, d'altitude, où on doit privilégier à la fois l'agroforesterie, la culture et le caféier sous ombrage. Donc, c'est deux modèles qui sont complètement différents. Est-ce que ça se ressent au niveau du café ? Au niveau du goût, bien sûr. Oui, si vous prenez le café du Brésil, vous avez des cafés qui sont plutôt neutres. Quand vous travaillez sur du café d'altitude avec des bonnes variétés botaniques, vous avez des cafés qui sont finement acidulés, qui développent des arômes, qui ont vraiment un goût particulier. Et c'est ce que l'on retrouve dans le café de Cuba que l'on a repéré dans cette zone de Santiago. Voilà. Donc avec le Che qui est présent sur les murs. Je pense qu'on a gardé toute la partie icône de la Révolution. Mais les jeunes cubains, que ce soit de la région de Santiago ou de la Havane, sont des jeunes qui sont bien dans leur pays. Ils veulent une certaine modernité, mais ils ne veulent pas renier le passé, ce passé révolutionnaire qui leur a permis de garder un peu cette partie culturelle. Et ils sentent bien cette contradiction entre l'arrivée de ce qui est nouveau et qui est intéressant, parce qu'ils sont tous branchés avec le téléphone portable, etc. Et avec leur culture et leur histoire. C'est-à-dire nier leur culture pour passer à la globalisation, ils mesurent le risque qu'ils ont. Donc, c'est un l'identité cubaine a été préservée jusqu'à aujourd'hui. Ouais, et je pense que c'est un miracle, et c'est dû peut-être à cet isolement qui est pas une bonne chose, mais ils ont gardé cette identité, même s'il y a des choses qui ne vont pas. C'est absolument magnifique, je ne vois ça dans aucun pays. Et cette joie de vivre, je le répète, qui malheureusement fait défaut aujourd'hui. Complètement. Alors là, on est dans le sud. Là, on est à Santiago, on est quasiment sur la place centrale. Donc une partie de la population est originaire, en fait, d'Haïti, quoi. Oui. A été emmenée par ses familles. D'ailleurs, vous avez une population qui est extrêmement métissée, avec beaucoup de... Voilà, donc là, on assiste à
À des fêtes, comme on en à a des très fêtes, souvent dans les rues. à la musique de rue, à une musique. Voilà. On se met à danser à tout moment. Voilà, ça c'est vraiment typiquement cubain et typiquement Santiago. Donc voilà, là, on vient du port et on reva vers le centre-ville. Et voilà, c'est une joie de vivre, une fête. Et il faut savoir qu'il y a eu le cyclone il y a 2 ans maintenant à Santiago, qui avait détruit une partie de la ville. Et en même temps, on pourra faire le parallèle avec Haïti, puisque en 4 mois, le conservateur de Santiago de Cuba a remis sur rail, et des fois avec des niveaux d'architecture extrêmement élevés, ce qui avait été détruit. Donc, sans moyens, avec sans aide internationale pratiquement. Aucune aide internationale, ils ont remis en état Santiago. Donc, je veux dire, c'est un miracle. Quand on voit ce qui se passe à Port-au-Prince avec les milliards déversés par les Américains, on verra des images tout à l'heure, c'est le contraste entre ce que l'on peut faire quand on a une passion et ce qu'on ne peut pas faire quand on a des moyens et qu'on n'a pas de passion. On va le voir d'ailleurs dans une réhabilitation d'un clocher d'église également, un petit peu plus loin dans les images. Et là, c'est cette fête, comme vous dites. Non, ça veut dire qu'il y a cette conscience globale à Cuba. Il y a une conscience collective, c'est-à-dire que quand ils ont décidé de nettoyer les rues, tout le monde s'y est mis. Tout le monde a pris, il y avait des bulles, mais il y avait des pelles, il y avait des pioches, donc c'est-à-dire tout le monde s'y met. C'est pas, ça se fait tout de suite, c'est spontané. Voilà, et c'est comme ça que ça peut fonctionner. Voilà, donc toute cette histoire, voilà, on essaie de la faire revivre à travers ce qu'on a appelé El Camino del Café, qui est ce chemin du café, qui va nous amener de l'ensemble des anciennes plantations françaises au musée du café, donc qui va être inauguré au mois de juillet lors des cérémonies officielles du 500e anniversaire de Santiago de Cuba. Vous voyez, donc tout ça c'est en rénovation parce que ça a été abîmé par le cyclone. Et là, on va essayer de faire, enfin le conservateur de Santiago de Cuba, créer cet écotourisme de qualité qui permettra de contrebalancer un tourisme de masse qu'il y a sur d'autres parties de l'île, comme à Varadero par exemple, et qui s'adresse à une autre clientèle et surtout de partager la culture. Et c'est l'idée des résidences d'artistes qui sont en train d'être créées donc à la Fraternidad. C'est le partage de la culture entre la France, les pays européens et les Cubains, c'est-à-dire de mêler ces cultures et d'essayer de l'enrichir. Et de faire connaître en plus l'intérieur de Cuba, parce qu'on se focalise souvent sur la côte, alors que là, on entre quand même à l'intérieur des terres. On entre, et c'est vrai que les plages sont relativement loin, et donc les touristes préfèrent aller généralement à la plage, alors qu'il y a un véritable trésor d'architecture, de culture qui est à Santiago de Cuba. Et de végétation. Et de végétation. Autour. On est, combien de temps faut-il en auto pour aller de Santiago à la Fraternidad? Il faut à peu près 2 heures, c'est-à-dire qu'on peut faire le voyage dans la journée, pique-niquer sur place. Voilà, il faut juste avoir un véhicule. On peut même y aller avec un véhicule de tourisme, c'est mieux si on a un petit 4x4. Donc de Santiago, on prend une voiture et puis on va se promener tranquillement. C'est magnifique, on est ailleurs. Ah ben ça j'imagine. Et là, on voit le port de Santiago, donc qui est le débouché sur les Caraïbes. Quoi, voilà, qui a été le port débouché sur les Caraïbes, qui aujourd'hui est malheureusement, il y a beaucoup moins de choses qui se passent, puisqu'il y a beaucoup moins d'exportations, il y a quasiment rien qui se passe. Donc c'est une zone qui va, j'espère, se reconstruire. L'aéroport de Santiago nous amène de La Havane à Santiago en 1 heure de temps, mais vous avez des vols directs de Paris qui peuvent venir de Santiago. Oui, également. il y a des vols de Cubana qui viennent directement sur Santiago, donc on peut passer formidable. par Santiago et ensuite terminer à La Havane plutôt que de faire l'inverse. Mais alors, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, vous avez acheté des plantations Pas sur du place? tout. Non. Nous n'achetons rien, nous mettons en mouvement des gens sur place et on essaie de les fédérer et on leur apporte, on leur contractualise l'achat des produits sur des critères que l'on a établis au niveau de la qualité et sur lesquels on paye un prix plus élevé. C'est le prix du commerce équitable, c'est le prix de l'agriculture biologique pour qu'ils aient un meilleur revenu. Et en contrepartie, nous leur demandons un café de qualité. Très simple. Ça représente un tonnage important? Globalement, sur Cuba, pour Cuba. pour Cuba, non, actuellement, la culture du café a quasiment
Disparu. pas disparu, mais était en voie de disparition. Donc aujourd'hui, on importe très peu de café. On importe 3-4 containers de 20 Il est tonnes. très apprécié par les consommateurs, c'est ce que vous dites dans le film. Alors, il est très apprécié par les consommateurs et petit à petit, on veut lui redonner ses lettres de noblesse avec les bonnes variétés botaniques, la certification biologique, c'est-à-dire redonner les éléments qui manquent aujourd'hui et la productivité aussi qui permet d'avoir un rendement intéressant pour les producteurs. Vous êtes tellement investi dans Cuba depuis pas mal de temps. Oui, 7-8 ans. 7-8 ans. Voilà. Que je crois qu'il va se passer un événement relativement important le 12 mai prochain, là, très rapidement. Oui, oui. Il y a un voyage officiel qui est prévu Oui. avec l'ouverture de Cuba. Oui. Donc le président de la République vous a demandé de l'accompagner. Voilà, François Hollande fait un voyage officiel donc, à Cuba, ce qui est inespéré, ce qui est une très bonne chose pour contrebalancer un petit peu le poids américain qui est en train de se mettre en place. Et donc, je fais partie de la délégation de chefs d'entreprise qui va aller à Cuba parce qu'on a une historique sur Cuba, c'est-à-dire on ne vient pas uniquement pour dire il y a des affaires à faire, parce que ça c'est relativement facile, mais on vient parce qu'on a vécu une histoire, parce qu'on accompagne depuis maintenant 7-8 ans des partenaires à Cuba. Donc on s'est intégré dans une culture et on veut à la fois se développer bien sûr à l'intérieur de Cuba, mais on veut aussi leur apporter des éléments qui leur permettent d'améliorer leurs conditions. C'est-à-dire c'est un partage, un échange qu'il y a. Donc, je fais partie de la délégation. Et qu'est-ce que ça peut changer en même temps? Alors, ce que ça change, une délégation organisée par l'État français et avec la visite du président de la République, c'est que vous avez une visibilité qui est au plus haut niveau de l'État. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des discussions avec les ministres, avec le ministre de l'Agriculture, avec Cubain, etc. C'est-à-dire que vous pouvez entrer à un niveau élevé de discussion ou d'image, et votre image est propulsée vers un partenariat plus large avec ces pays. Et faire avancer vos projets. Et faire avancer l'ensemble des projets. En tout cas, merci Jean-Pierre. Merci. Merci Jean-Pierre Blanc. Si les téléspectateurs sont intéressés par ce voyage au pays du café, on peut retrouver le bouquin. Le livre, on doit le retrouver dans les librairies en ligne, et sinon sur malongo.com, la boutique Malongo, vous l'avez, ou dans les boutiques Malongo, Cap 3000 à Nice et Jean Médecin, c'est en vente. Exactement. Sans oublier la Fondation Malongo qui est à la base de toutes ces avancées. La Fondation Malongo, qui est une fondation d'entreprise qui est financée par les cafés Malongo, mais qui est indépendante et qui apporte des programmes culturels, des problèmes de développement économique basés sur le commerce équitable et l'agriculture bio. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.